Devant vous au moment des questions-réponses et j'espère que là vous pourrez dès maintenant d'ailleurs les préparer. Merci. Si vous voulez le micro, je sais pas. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. C'est préférable? C'est préférable parce qu'on va enregistrer, donc ne nous faites pas de procès pour captation d'image, vous ne gagnerez pas un rond. Hein. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez accepté de venir et d'être filmé. Implicitement, ça vous va? Qui est contre? Ça marche. Donc c'est parti. C'est bon, ça marche. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Alors, bonsoir à tous, je suis Patrick Lahaye, je suis ingénieur d'INSA. Cela fait 20 ans maintenant que je travaille. J'ai exercé différentes responsabilités, j'ai travaillé sur différents projets, aussi bien en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie également. Et aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, je suis directeur associé chez Axiom System. Axiom System, nous sommes une entreprise lyonnaise basée à Lyon et nous sommes créateurs de logiciels collaboratifs métiers. Vous allez me dire, ça tombe bien, parce que le thème, justement, c'est des outils collaboratifs. Alors, le thème de la conférence ce soir est comment les outils collaboratifs peuvent-ils aider les chefs de projet à atteindre leur mission, à atteindre leurs objectifs. Alors pour ce faire, je vous propose le plan suivant. On va refaire un historique, alors, je vous rassure, ce sera quand même assez rapide, mais un historique de l'évolution des méthodes de travail, des outils, pour arriver à la définition de qu'est-ce que c'est que le collaboratif. Ensuite, on va revenir naturellement sur le chef de projet, sur sa mission, sur ses défis. Et puis ensuite, on verra les différents outils qu'il a à sa disposition pour justement mener à bien ses missions. Et on fera un bilan des bénéfices, des risques, et ce sera ainsi la conclusion de cette conférence. Je passerai ensuite la parole à Gilles et Thierry qui apporteront du témoignage et du vécu également. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qu'était le collaboratif et à quand remontait le collaboratif? Alors certains pourront dire bah, ça remonte à l'Égypte. Les premières pyramides, c'est du travail collaboratif. Moi, j'ai envie de dire c'est du travail d'équipe. C'est vrai que réaliser un tel bâtiment, un homme tout seul n'aurait jamais pu le faire. Dans le même temps, à peu près à la même époque, Stonehenge, en Angleterre, pareil, travail d'équipe. Est-ce que c'est du collaboratif? Vraiment pas sûr. En France, plus près de chez nous, les cathédrales, à la fin du Moyen Âge. Ici, notre Saint-Jean à Lyon. Collaboratif? Toujours pas. Plus récemment encore, on arrive au taylorisme, avec l'illustration du taylorisme. En fin de compte, c'est discutable, mais on va dire une illustration parmi d'autres du taylorisme. Ce que Henry Ford a mis en place dans ses usines, avec notamment la production industrielle de véhicules avec la fameuse Ford T. Collaboratif, toujours pas. Tout au plus, ce qu'on peut dire, c'est que le taylorisme, c'est une organisation scientifique du travail, c'est une optimisation des tâches des différents opérateurs, c'est une optimisation des flux, des articles, des pièces, des composants, bref, de la matière, des choses simplement, qui vont permettre à un groupe de personnes, qui vont permettre au sein d'une usine, de sortir un produit. D'ailleurs, il y a cette citation d'Henry Ford que j'avoue j'aime bien, qui est la suivante. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. On voit bien que là, il n'y a pas vraiment de notion de collaboratif. Encore une fois, on est vraiment dans du travail. La finalité, c'est de livrer un produit, et les seuls échanges ou les seuls échanges qu'il y a, c'est vraiment du composant de la matière à proprement parler. Plus récemment, je vous rassure, je ne vais pas balayer l'ensemble des années, année après année, mais à la fin des années 80, début 90, en fin de compte, c'est pas si vieux que ça. La France, les premiers fax, le fax a réellement explosé en France, c'était début 90. C'est vraiment là où le fax s'est vraiment démocratisé, si je puis dire, au sein des entreprises. Donc on voit que les évolutions continuent à travers le temps. Pour ceux qui ont déjà entendu ce terme, c'est l'époque de la génération Y. La génération Y, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être vos enfants, enfin, il y en a tout autour de nous en fait.
il y en a dans cette salle, hein, je vous préviens tout de suite, ce sont les personnes qui sont nées à la fin des années 80, alors certains sont même très précis, ils donnent l'année 78, entre 78 et 99. Alors ce sont les gens qui ont écouté Dorothée avec sa fameuse chanson des chaussettes rouges à fond. Principalement, c'est tous ceux qui ont vécu, qui ont connu tout de suite Internet. Les Américains d'ailleurs parlent de génération Y, ils l'appellent la génération Y, c'est aussi la génération du pourquoi, va te coucher, pourquoi, va faire tes portes, pourquoi, en anglais c'est Y. Mais les Américains utilisent la notion de digital natives. C'est vraiment ceux qui sont nés avec Internet. Ce sont ceux qui sont nés avec le téléphone portable. Mon fils me demande, papa, comment c'était à ton époque? Parce qu'il y avait la télé noir et blanc. C'est vrai que c'est vraiment la génération Y. Cette génération Y également, c'est la génération des consoles et des ordinateurs. Alors, pour fin du XXe siècle, le premier Pionbox qui est sorti en 1996. Aujourd'hui, on en est à la 4e édition, si je ne dis pas de bêtises. Et la fin du XXe siècle a vu l'apparition d'un outil qui nous est aujourd'hui très familier, mais qui représente une véritable rupture. Cet outil, cet équipement, c'est quoi? C'est l'ordinateur personnel, personal computer. Et cet outil, il a une particularité qui est très forte. C'est un des premiers équipements qu'on a retrouvé aussi bien en entreprise que chez soi, qu'au domicile. Je dirais même, dans certains cas, et je suis le témoin, j'ai eu un ordinateur chez moi, dans mon appartement, avant d'avoir un ordinateur au bureau. 97-98, j'étais dans une société lyonnaise, le bureau était rue du Président Carnot. J'ai assisté à une réunion, on parlait informatique, et j'étais convié, et à la fin, je n'avais pas eu la parole. Et je me suis levé, j'ai dit, attendez, avant que j'ai quand même quelque chose à dire. Regardez, j'ai un tapis de souris, j'ai pas d'ordinateur. J'aimerais bien avoir un ordinateur pour taper mes offres de prix. Et c'est vrai que l'ordinateur, c'est vraiment le premier outil qui, encore une fois, on va retrouver dans le monde personnel et dans le monde professionnel. Accessoirement, c'est l'outil qui a mis fin aux secrétaires. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de secrétaires dans les entreprises. Il y en avait énormément avant. Aujourd'hui, on a quelques secrétaires, on a des assistantes, mais on n'a plus de secrétaires. Pourquoi? Pareil, quand j'ai commencé à travailler, quand je devais faire un document, une offre, je devais le donner à Bernadette qui, elle, allait le taper. Aujourd'hui, c'est complètement déçu. Pourtant, c'est pas si vieux que ça, je suis pas si vieux que ça. Et c'était le début des années 90. Alors, la fin du XXe siècle, c'est aussi l'avènement du web. Alors, on peut l'appeler 1.0. Alors, à l'époque, on ne l'appelait pas encore comme ça, mais aujourd'hui, on peut l'appeler comme ça. Qui faisait une promesse qui était de partager, qui était d'offrir une plateforme de communication. En toute honnêteté, à l'époque, ça n'a pas été vraiment réussi. Ce qui marchait bien à l'époque, c'était les mails. Même s'il y a eu des virus style I love you, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai que ça a commencé à refroidir un petit peu. Mais toujours est-il que la fin du XXe siècle a été marquée par la démocratisation des ordinateurs chez les particuliers, dans les entreprises, et l'apparition d'Internet. Patatrac, arrive 2000, on passe le bug, on passe à l'euro, et on commence à voir apparaître, entre 2000 et aujourd'hui, l'apparition d'un certain nombre d'équipements, les smartphones, les tablettes, qui sont devenus aujourd'hui des équipements quasi indispensables. Et pourtant, il y a 20 ans en arrière, on n'en avait pas, on était perdus, on prenait le plan papier, on ne pensait pas à prendre un GPS. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, on voit ce phénomène qu'on appelle le Bring Your Home Devices. C'est-à-dire qu'on voit dans certaines entreprises des collaborateurs qui viennent avec leur téléphone à eux, leur smartphone, et qui disent à l'employeur, non, je ne prends pas ton truc, c'est de la daube, j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, j'ai mes applications, j'ai mes repères, et c'est avec ce type d'outils que je veux travailler, c'est avec ce type d'outils que je veux gérer mon planning, c'est avec ce type d'outils que je veux partir en déplacement parce que j'ai un GPS intégré. C'est un phénomène qui est assez répandu, et c'est un phénomène qui n'est pas si neutre que ça, parce que derrière se posent des questions de sécurité, de confidentialité. Alors il y a certaines entreprises, nous on travaille par exemple avec Cofeli. Chez Cofeli, ça c'est impossible. Chaque utilisateur a son BlackBerry qui a des sécurités, un certain nombre de process. Mais dans la plupart des entreprises, c'est complètement possible, avec encore une fois tous les risques de confidentialité et de sécurité qui sont associés à ce type de pratique.
Depuis 2000, il s'en est passé des choses. Hop. On a vu apparaître les réseaux sociaux. Alors, je ne vous connais pas tous individuellement, mais je suis presque sûr que je ne prends pas beaucoup de risques à vous demander si quelqu'un dans la salle n'est pas sur Viadeo, ou LinkedIn, ou Twitter, ou que sais-je encore. Facebook, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit au sein des personnes, dans leur vie privée, on voit des personnes qui ont l'habitude, de communiquer, d'échanger, d'être en réseau, de faire du networking dans la vraie vie de tous les jours de façon réelle, physique, mais aussi et surtout, et ça a commencé, sur les réseaux sociaux. Donc on le voit aujourd'hui, les évolutions existent depuis toujours, et ça continuera ainsi. On note aujourd'hui que les réseaux sociaux sont tout autour de nous, et l'habitude de travailler en réseau, de communiquer en réseau, c'est devenu pratiquement un réflexe. Alors vous allez me dire, bah oui, très bien, merci d'être venu Patrick, et le rapport avec ma mission de chef de projet, ou ce que c'est. Alors avant toute chose, je vais vous demander, ou je vais vous donner plutôt, la définition du collaboratif. Alors j'ai retenu celle-ci que j'ai trouvée sur le dictionnaire de la langue française, le dictionnaire de l'Office québécois, qui est la suivante. Le collaboratif, c'est une solution qui vise à favoriser la collaboration entre pairs dans un environnement informatisé ou en ligne, en permettant d'échanger ou de partager des compétences pour mieux réussir un projet commun. Je vous laisse méditer cette définition. On voit tout de suite que par rapport au temps des pyramides ou par rapport au temps d'Henry Ford, il y a une différence fondamentale. C'est que là, on parle de partage, de transfert, de connaissances, de compétences. Et c'est là la véritable définition d'un outil collaboratif. Alors pour le chef de projet, vous allez me dire quelles conséquences, je dirais, c'est les cours de sa mission. Alors déjà, je vais vous proposer une définition pour le chef de projet. Je vous propose celle-là. Alors c'est discutable. Alors, il fallait bien qu'on ait une base, un référentiel, donc je vous propose celle-ci. La mission du chef de projet, c'est de livrer un produit ou un service selon des caractéristiques données, qu'on appelle plus communément le cahier des charges, à une échéance connue, en gérant de façon optimisée les ressources dont il dispose. Sur la base de cette définition, on va voir maintenant concrètement comment les évolutions que l'on a connues vont impacter son travail et ses missions. Alors, si on reprend la définition, on voit qu'autour de la mission du chef de projet, il y a les contraintes de coûts, de ressources, de délais, de performance, c'est évident, avec les conséquences intrinsèques, c'est-à-dire la qualité du produit, la qualité du service, avec également les bénéfices attendus. Il faut bien garder à l'esprit, le chef de projet garde en permanence à l'esprit le bénéfice attendu de son projet. Qu'il livre un produit ou qu'il apporte un service ou qu'il mette en place un service, c'est le bénéfice attendu qui compte. Donc, quels outils va pouvoir l'aider à mener à bien cette mission? On va le voir juste après, en sachant qu'il y a une donnée qui est très importante, c'est les risques. C'est que pendant toute la vie du projet, le chef de projet doit également prendre en compte, évaluer les risques qui l'empêcheraient éventuellement de mener à bien son projet, et surtout de mettre les dispositions qui vont bien pour s'assurer un taux de réussite dans ses missions, enfin, la réussite de ses missions. Les défis, je viens déjà d'en parler, je ne vais pas tous les reprendre dans le détail. Malgré tout, on voit que certains défis sont quand même assez importants. Le passage de relais, par exemple, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on dit à un chef de projet, tiens, tu reprends ça parce que lui il est malade, lui il est parti, lui il a été muté ou il a démissionné, croyez-moi, c'est pas toujours une partie de plaisir. Il faut aller chercher les informations, il faut retrouver les classeurs, il faut refaire l'historique, savoir où est-ce qu'on en est, reprendre bien sûr l'objectif premier du projet. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Parce que les procédures, on ne va pas trop en parler. La communication, le management au sein d'un projet, c'est capital. Je vais y revenir par la suite. Mais c'est vraiment des défis, et je pense que le mot n'est pas trop fort, qu'un chef de projet doit réellement relever heure après heure, jour après jour, pour mener à bien sa mission.
On a mené une enquête au sein d'Axone sur juin-juillet. On a reçu environ 300 réponses. On a posé la question aux chefs de projet de savoir quelles étaient pour eux les fonctions importantes, enfin quelles étaient pour eux les fonctions qu'un outil informatique devait leur apporter pour mener à bien leur mission. Les 3 fonctions qui ont été le plus citées sont celles-ci. C'est le suivi du projet, quelque part, je dirais, ça me semble assez logique. De savoir précisément le respect des jalons, avoir des alertes, enfin, dans le détail. En deuxième position, le collaboratif. C'est vraiment quelque chose d'important, donc je reviens à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est vraiment de disposer d'un outil qui permette à différentes personnes d'échanger de l'information pour mener à bien la mission. Je changerai de côté comme ça. Troisième critère qui a été cité par les chefs de projet interrogés par cette enquête, l'accessibilité en ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus nomades. Alors, on peut travailler au bureau, on peut travailler chez soi, on peut travailler en clientèle, on peut être détaché en clientèle, on peut bien sûr travailler dans une gare, dans un aéroport. Quand on a énormément de choses à faire, la moindre possibilité de travail qu'on peut utiliser, on l'utilise. Ensuite, on a eu des fonctions qui ont été citées, mais de façon moins importante. L'annuaire des intervenants du projet, savoir avec qui on travaille et surtout pouvoir retrouver facilement avec qui je suis en contact au sein de mon projet. J'avoue que j'ai été assez surpris, mais mine de rien, c'est ce qu'on a reçu comme information. Après coup, je me suis dit, bah oui, si, c'est vrai. Le chef de projet qui est bombardé, responsable d'un projet, qui reprend le projet au pied levé, c'est vrai que pour lui, c'est important de savoir quelles sont les différentes parties prenantes du projet. C'est vrai que c'est pas déconnant comme réponse quand on y réfléchit bien. Je change de côté. Alors, on a également posé la question, on leur a demandé aujourd'hui quels sont les outils dont vous disposez pour mener à bien vos projets. Alors, sans grande surprise, c'est Excel qui est arrivé en premier. Ensuite, on voit que la plupart utilisent quand même des logiciels spécifiques pour la gestion de leur projet. Alors, je ne vais pas citer les noms, je suis rien pour faire de la pub, mais vous imaginez assez facilement de quel outil il peut s'agir. Et puis, bien sûr, Word, un traitement de texte équivalent. En vérité, je vous le dis, heureux le chef de projet, car il dispose d'une foultitude d'outils. En fait, c'est vrai, et on va le voir, vous allez le voir, mais le chef de projet a une foultitude d'outils à sa disposition. Et on ne va pas tous les balayer, mais le premier outil qu'un chef de projet peut utiliser, c'est ni plus ni moins que le papier et le crayon. Et j'aurais envie de dire, dans certains cas, c'est l'outil idéal. Vous êtes en réunion de travail avec un client, si tout le monde sort son ordinateur portable, relève ses écrans, ça fait autant de petites murailles, autant de barrières à la communication. Vous êtes en train de réfléchir, le fait d'avoir un croquis, un crayon, attends, je peux mettre un trait ici, ou je fais ceci, je fais cela, c'est extrêmement puissant, en fin de compte, un papier et un crayon, quand c'est pour réfléchir, pour travailler ensemble, pour gribouiller un schéma, pour évaluer des potentialités de faisabilité ou des dispositions. C'est vraiment, il n'y a rien de mieux, je pense. De même, le post-it qu'on voit ici en bas à gauche, vous faites une réunion de brainstorming, vous démarrez un projet, vous êtes à la recherche d'idées, il n'y a rien de tel pour susciter la spontanéité, pour avoir des idées. Alors dans le lot, il y en aura forcément qui ne seront pas bonnes, c'est évident, mais c'est beaucoup plus simple de dire allez, on note, on affiche, on triera, on fera, plutôt que de dire attends, garde ton idée, je vais l'écrire. Non. Le papier et le crayon, pour un chef de projet, c'est quelque chose de génial, dans certains cas bien particuliers. Alors après, c'est vrai que s'il s'agit de faire un compte-rendu de réunion ou d'envoyer la synthèse de clôture de projet, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, il ne faut pas jeter le papier des crayon, et encore moins le post-it. Les outils bureautiques, c'est juste nécessaire, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez un compte-rendu à transmettre, à rédiger, c'est inconcevable de faire autrement, j'ai envie de dire. Envoyer un compte-rendu à votre directeur en utilisant un stylo plume, je
pense qu'il va être surpris et il va vous demander combien de temps vous avez mis pour faire ça, alors que s'il faut le recopier 3 fois, vous allez voir que vous allez voir très rapidement qu'il va se décomposer devant vous. Excel, Word ou les équivalents sont des outils, je dirais, indispensables au quotidien dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on peut même aller plus loin. Aujourd'hui, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais avec des outils collaboratifs, vous pouvez stocker votre fichier Word, par exemple, vous le mettez dans les nuages, entre guillemets, je reviendrai, et très rapidement, vous pouvez le modifier directement, sans avoir besoin de le télécharger ou de faire la moindre manip. Vous allez dans les nuages, vous le modifiez. Automatiquement, les autres personnes qui verront que vous travaillez dessus ne pourront pas le modifier. Automatiquement, vous êtes sûr d'avoir la bonne version. Combien de fois vous êtes posé la question, est-ce que c'est la bonne version de mon fichier Excel? C'est une question que vous avez déjà posée, j'imagine. Est-ce que c'est la bonne version de mon fichier Word? Mince, je me savais que j'avais modifié quelque chose, je ne retrouve pas. Avec ces outils bureautiques et avec les outils collaboratifs, vous avez aujourd'hui la possibilité de partager des documents, de travailler à plusieurs sur des documents, en ayant la certitude d'avoir la bonne version, et cela le plus facilement possible. Alors, d'autres outils, d'autres solutions, je pense à tous les logiciels de gestion de projet. Encore une fois, je pense que ce sont des outils qui ont toute leur valeur. Et en particulier, lorsqu'il s'agit de projets, je dirais, où il y a peu d'intervenants. La difficulté aujourd'hui de ce type d'outils, c'est que bien souvent, ils ne sont pas prévus justement pour être collaboratifs. C'est un petit peu le reproche qu'on peut leur faire. Mais je ne dis pas de les jeter. Un chef de projet qui travaille tout seul, ça peut très bien lui suffire. J'ai travaillé sur un projet pendant 2 ans avec des Français, des Allemands et des Américains. J'avoue que j'étais super content d'avoir un joli Gantt que je pouvais envoyer tous les mardis soirs, tous les mardis après-midi, à mes différents interlocuteurs. À l'époque, le collaboratif n'existait pas, mais c'est vrai qu'il aurait été en ligne, ça m'aurait encore simplifié le job. Alors, il y a également les services en ligne grand public. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils qui sont mis en ligne, qui sont offerts plus ou moins gracieusement par différentes sociétés, qui vont vous permettre de collaborer. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent, par exemple, des services style Google Doc ou Google Drive. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, est-ce que vous avez lu les petites lignes? Vous n'avez pas lu les petites lignes? Alors, je vais vous les lire. Ça peut être long, je vous rassure. Alors, c'est un extrait des conditions d'utilisation de Google Drive. Et voilà ce qui est écrit. Certains de nos services vous permettent de soumettre des contenus. Vous conservez tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces contenus. Ce qui est à vous, reste à vous. Bon, là, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on poursuit. En soumettant des contenus à nos services, par importation ou par tout autre moyen, vous accordez à Google et à toute personne travaillant avec Google une licence dans le monde entier d'utilisation, d'hébergement, de stockage, de reproduction, de modification, de création, des traductions, des adaptations, ainsi de suite, de communication, de publication, de représentation publique, d'affichage ou de distribution publique des dits contenus. Alors là, on se dit « Ah ». Alors là, cette autorisation demeure pour toute la durée légale de protection de votre contenu, ce qui est quand même pas mal, même si vous cessez d'utiliser nos services. Alors là, le message est clair. C'est vrai qu'à partir de là, vous les mettez et puis vous verrez ce qui se passera. Donc ce type d'outil, je dirais pourquoi pas, mais aucune information sensible, aucune information confidentielle. Alors on a trouvé d'autres outils en ligne, je dirais pro. Donc c'est vrai que là vous allez trouver de la sécurité, de la confidentialité, des services associés. Je pense par exemple à un certain nombre de sauvegardes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. D'autres solutions également, les logiciels sur mesure. Le gros avantage pour vous, c'est que vous allez disposer d'un véritable outil collaboratif avec vos personnalisations, avec vos procédures. C'est-à-dire pour vous, c'est la garantie que chacun de vos projets sera réalisé dans le respect
du PMBOK, si vous travaillez sur cette méthodologie, et éventuellement avec vos procédures internes, avec un maximum de sécurité et un maximum de confidentialité. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut coûter un petit peu plus cher. Ceci étant, c'est un investissement qui, sur le long terme, peut s'avérer très très rentable. Parmi les autres outils collaboratifs que l'on peut trouver, bien sûr les smartphones, les tablettes, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça reste du périphérique. C'est vrai que c'est utile, j'ai besoin d'avoir l'adresse d'un contact. Si on l'a sur son portable et qu'en plus on peut l'appeler directement pour faire un point sur le projet, c'est un gain de temps phénoménal. Ça reste du périphérique. Je ne sais pas si vous avez essayé de regarder un plan de voiture, par exemple, d'assemblage de voiture sur un smartphone, c'est impossible. Le plan d'un bâtiment, d'un immeuble de grande hauteur, un IGH, sur une tablette, c'est impossible également. Donc, ça reste périphérique aux outils collaboratifs. Ceci étant, c'est quand même synonyme de gain de temps phénoménal. Les temps changent. Je vous ai parlé du fax, qui est arrivé tout à l'heure en France massivement fin des années 80, début 90. Aujourd'hui, qui utilise les fax? Pratiquement plus personne. Les réseaux sociaux, eux, par contre, ont complètement explosé. Alors, je sais un petit peu petit, je vous présente mes excuses, mais en mai 2010, on voit que plus de 26% des 65 ans utilisent les réseaux sociaux. Alors, je ne vous parle pas de la génération Y, eux, ils sont carrément à 86%. Et les autres utilisent aussi massivement les réseaux sociaux. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, dans les entreprises, dans de nombreuses structures, des outils collaboratifs sont mis en œuvre, et parfois même réclamés, parce que c'est devenu vraiment une habitude, c'est devenu vraiment commun d'utiliser ce type d'outils. Les emails, dont je vous parlais également tout à l'heure. En moyenne, un professionnel traite entre 75 et 200 mails par jour. 75 à 200 mails. 28 heures par semaine, 650 heures par an perdues à traiter des mails, à synchroniser les informations des mails, à synchroniser les calendriers. C'est quand même mal. Alors une plateforme collaborative dédiée, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va permettre à différentes personnes, et selon leurs droits spécifiques, de venir se connecter à, on va dire, une base de données unique. C'est-à-dire un ensemble de données qui pourront être accessibles à chaque personne, où qu'elle soit, en fonction de ses responsabilités et en fonction de ses droits. Le project manager verra son projet, le responsable de portefeuille de projet verra la totalité des projets dont il a la charge, je vous en parlera. Et puis le professionnel qui est missionné sur une tâche particulière du projet ne verra que la partie qui le concerne à proprement parler. Alors depuis le scribe que vous avez vu tout à l'heure sur la pyramide, on ne va pas lister toutes les personnes qui sont intervenues, depuis la pyramide jusqu'à aujourd'hui, il y a un point commun. Quels que soient les projets, quelles que soient les réalisations, c'est les hommes et les femmes. Sans hommes, sans femmes, vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, votre projet, il ne se fera pas. Donc, au niveau collaboratif, comme avec toutes les méthodologies ou avec toutes les méthodes de gestion de projet, le plus important reste et restera pour longtemps les hommes et les femmes qui composent ces équipes projet. Mettre en place une plateforme ou un outil collaboratif, c'est relativement simple. En fonction du type d'outil, éventuellement une planification, un minimum de formation, et puis quelques évangélistes qui vont aller porter la bonne parole, qui vont montrer des cas concrets de réalisation, et en général tout le monde va adhérer derrière, c'est vraiment quelque chose qui se fait assez bien. Encore une fois, l'élément important, c'est vraiment la dimension humaine, les ressources humaines. Les bénéfices concrets, je vous en ai déjà cité quelques-uns. Donc la base de données unique, le fait d'avoir toutes les données centralisées en un seul et même point, accessibles où qu'on soit, c'est ce que j'appelle les fichiers dans les nuages. Mince, je suis parti, je suis rentré à la maison, j'ai oublié de prendre mon truc. Hop, c'est pas grave, je me connecte, j'ai une connexion sécurisée et je prends mon fichier. Et en plus, je sais qu'il est à jour. Et en plus, je découvre qu'entre le moment où j'ai quitté mon bureau et à cet instant où je travaille,
je vois que mon collègue ou ma collègue a apporté des évolutions, des modifications. Je suis sûr de faire un travail efficace. La plateforme collaborative permet également une communication transparente, plus rapide. C'est instantané. Quand on a une information, on sait que c'est la dernière qui a été rentrée. C'est vraiment quelque chose d'important et je vais revenir sur les gains en temps et les gains en argent un petit peu plus tard. De même, ce qu'on observe quand on discute avec des utilisateurs de nos solutions, on voit que le fait de déléguer une tâche grâce à un outil collaboratif, grâce à une plateforme collaborative, les personnes qui reçoivent cette mission se sentent plus impliquées, plus responsabilisées en fait, par le fait que c'est une plateforme collaborative qui va permettre de gérer la totalité des interactions entre les différents membres de l'équipe projet. Alors, travailler avec des équipes géographiquement dispersées, je pense que c'est évident pour tout le monde, donc je ne vais pas en rediscuter. Vue d'ensemble et vue de détail. Encore une fois, selon les droits, on aura la possibilité de voir la totalité d'un projet ou au contraire juste une petite partie, encore une fois, en fonction de la mission de chacun des participants du projet. Économie d'argent, je vous disais, alors c'est bien beau, vous pouvez me croire sur parole, je vous ai apporté mieux. Je vous ai apporté une étude de McKinsey qui montre que après avoir analysé différentes structures, différents organismes qui ont mis en place des plateformes collaboratives, qui ont mis en place des outils collaboratifs, les gains en productivité sont entre 20 et 25%. Ne serait-ce que l'échange de mails, le fait de ne plus avoir de mails à traiter représente un gain phénoménal. Aujourd'hui, avec une plateforme collaborative, on peut très facilement demander une information à une partie prenante, recevoir une réponse, la valider si bien sûr c'est une réponse pertinente, au contraire la retourner s'il y a besoin d'informations complémentaires ou s'il y a besoin de précision. C'est vraiment des gains de temps qui sont immédiatement visibles et immédiatement quantifiables. Parmi les autres bénéfices, l'accessibilité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, la plupart des outils, si ce n'est la quasi-totalité des outils collaboratifs, sont accessibles avec une liaison Internet sécurisée et un simple navigation. Base de données unique, je vous en ai parlé déjà. Les interfaces homme-machine, bien souvent, alors là, il faut quand même comparer éventuellement, mais les interfaces sont, j'aurais envie de dire, ludiques. C'est facile, il n'y a pas besoin de 50 heures de formation. Un petit plus, ça veut dire ajouter quelque chose en général. Un petit bonheur, on devine que c'est là où on va trouver la meilleure des collaborateurs. C'est vraiment quelque chose de très intuitif, et en particulier, comme je le disais tout à l'heure, les générations Y s'y font très très bien, mais les autres également. La capitalisation. Ça ne sert à rien de réinventer l'œuf de Colomb. Les outils collaboratifs permettent de récupérer facilement les bonnes pratiques, permettent de récupérer facilement des modèles de projets ou des projets qui ont déjà été réalisés dans le passé. Autant de gains de temps qui sont là aussi fortement appréciés. La traçabilité. Forcément, on n'a pas besoin d'aller chercher l'information dans différents placards, dans différentes armoires. Tout est stocké, historisé dans une base de données unique, dont je vous parlais tout à l'heure. La responsabilisation, je vous en ai parlé. Meilleure vision également. Les risques, oui, il y en a aussi, il faut le savoir. Le risque principal, c'est la déshumanisation, c'est-à-dire on oublie que derrière le petit avatar qu'on peut avoir sur sa plateforme, derrière la participation qu'on va demander à travers l'outil collaboratif, il y a aussi un homme, il y a aussi une femme, et que la première des choses, c'est déjà de la prévenir qu'on va mettre en place cet outil et qu'on va travailler avec. Mais c'est un peu des risques similaires à l'email, c'est-à-dire que dans certains cas, il ne faut pas réagir de façon impulsive. C'est un apprentissage, ça se fait, voilà, c'est vrai que c'est un risque, mais comparé à l'ensemble des bénéfices, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, une fois qu'on l'a pris en compte, une fois qu'on a l'habitude de travailler avec des mails et qu'on a un minimum posé, c'est vraiment un risque qui disparaît très rapidement et qui n'apparaît pas du tout. On en revient à la communication en fait. L'outil collaboratif, c'est un moyen
de plus d'optimiser la communication. On n'utilise plus les fax aujourd'hui, c'est des plateformes collaboratives que l'on retrouve dès qu'on fait des projets impliquant plusieurs personnes. C'est vraiment une communication optimisée. S'il y a un mot optimisé, j'aurais envie de dire que c'est celui-là. La conclusion, je vais la faire en 3 parties. Je dirais la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'outil idéal. Il n'y a pas un outil excellent. Il y a des outils qui sont adaptés à une tâche ou à une mission particulière. Vous êtes tout seul dans votre coin, vous n'avez pas besoin d'outils collaboratifs. Vous êtes plusieurs, géographiquement dispersés, éventuellement nomades. Là, l'outil collaboratif va prendre toute son importance. Les ressources humaines, très important. Encore une fois, quand j'ai écrit ressources humaines, il y avait 2 notions. C'était vraiment le fait d'associer les gens à cette démarche, d'associer les gens au fait de travailler selon un mode collaboratif. C'est la première des choses. Rien de pire que de recevoir une demande en disant ben voilà, tu fais telle chose, alors qu'il n'y a même pas eu de réunion de lancement. C'est vrai que la limite, c'est quelque chose qui se voit de temps à autre. Donc, vraiment insister sur le côté management, c'est pas parce qu'on a un outil collaboratif qu'il faut oublier le management. Et c'est pas parce qu'on a un outil collaboratif qu'il faut oublier les formations. Je vous ai mis cette citation, c'est vrai que je l'aime bien. J'espère que vous l'appréciez. Mais c'est vrai que la formation, c'est un véritable investissement. Au départ, ça peut coûter, mais in fine, c'est très rentable. Si la formation est bien faite. Troisième conclusion, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, je dirais, on est dans l'entreprise de 2.0. Aujourd'hui, les outils collaboratifs sont une réalité. Je dirais, voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Je voulais vous présenter ce que c'était. Essayez-le si vous avez l'occasion. Moi, je dirais, je vous y encourage. Si vous êtes tout seul à travailler sur un projet, n'y allez pas, je pense que là, par contre, ce ne serait pas adapté. Mais par rapport à ce que je vous ai dit, regardez les différents critères, regardez votre cas à vous, et vous verrez par vous-même si vous avez intérêt ou pas à utiliser un outil collaboratif. Voilà. Alors c'était la partie un petit peu théorique, entre guillemets, c'était la partie présentation.